Bonjour à tous, encore on continue cette fois sur la partie installation et déploiement de Windows Server 2022. Alors pour commencer, j'imagine qu'il va falloir déjà télécharger une version ISO de Windows Server 2022. C'est quelque chose qu'on doit déjà faire sur le site de Microsoft. Il n'y a rien d'extraordinaire sur le site de Microsoft, télécharger Windows Server. Et on peut facilement récupérer la version ou l'image ISO de Windows Server 2022. Alors, une fois l'image ISO de Windows Server 2022 téléchargée, ce qu'on va devoir faire, c'est de lancer l'installation ou le déploiement de l'Hyper-V. Du coup, l'Hyper-V aussi continue à s'améliorer de plus en plus. Et là, à partir de là, on peut arriver à une version qui ressemble à celle-ci, à une version un peu plus développée, voire beaucoup plus développée de Windows Hyper-V, oui, de Microsoft Hyper-V, si on peut l'appeler comme ça, qui est intégrée nativement sur les Windows, gratuitement, pas nativement, mais gratuitement sur les Windows 10, comme sur le Windows Server, différentes versions de Windows Server de Microsoft. Par contre, ce rôle, évidemment, il va falloir l'activer si vous travaillez sur une version peu importe client ou serveur de Windows, il faut l'activer. Alors, pour l'activer, c'est très simplement à savoir sur quelle version vous êtes. Par exemple, si vous êtes sur une version client Windows 10, il vous suffit juste de partir sur la partie activer ou désactiver des fonctionnalités Windows de Windows Server 2010, Windows 11. Alors, ce qu'on va faire là-dessus, c'est juste prendre le rôle Hyper-V ici, cocher toutes les fonctionnalités que vous avez ici, OK, et puis une fois fait, vous allez devoir redémarrer votre PC. Alors, une fois terminé et le PC redémarré, il vous suffira juste d'appeler Hyper-V ici, et puis vous aurez directement le gestionnaire Hyper-V qui s'ouvre. Du coup, je vais le fermer. Je vais l'ouvrir à nouveau, Hyper-V, exécuter en tant qu'administrateur. Il est possible d'avoir quelques problèmes, il est possible d'avoir quelques soucis. Confirmer que la virtualisation est activée sur le BIOS de la machine. Et puis aussi confirmer que l'hyperviseur Launch Type est sur Auto. Parce que par défaut sur les versions Windows, il est off. Du coup, s'il est off, il vous suffira de passer la commande bcedit. Bon, bcedit./v, ça vous permettra de voir ce qui se passe. Sinon, la bcedit/set, et puis vous allez à écrire hypervisor launch type auto, ça vous permettra de le rendre auto. Ici, il était off. Elle est où la commande? Elle est là. bcedit/set hypervisor launch type auto. Et là, il vous dit que l'opération a réussi. Si vous revoyez à nouveau, vous allez voir que c'est devenu auto. Du coup, là, tout simplement, c'est pour le lancement automatique des hyperviseurs et la permission automatique de la virtualisation sur les hyperviseurs. Après, une fois terminé, vous aurez votre hyperviseur ici de Windows Server, d'Hyper-V, qui est déjà installé sur la machine virtuelle. Et c'est ce qui vous permettra d'installer ou de télécharger, d'installer des machines Windows plus facilement. Enfin, c'est l'équivalent d'un VMware, c'est l'équivalent d'autres solutions, mais évidemment, il est mieux de partir sur une solution comme ça de type Microsoft. Alors, il vous suffira après de connecter votre machine physique, se connecter au serveur. Vous mettez ordinateur local et vous faites OK. Et là, vous arrivez sur le PC directement. À partir de là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les paramètres. Après, on aura la possibilité d'installer des nouveaux ordinateurs virtuels. On peut importer, c'est on a déjà. On peut aller sur les paramètres Hyper-V, gestionnaire de commutateurs virtuels, gestionnaire de réseau SAN, modifier le disque, inspecter le disque, arrêter le service. Bref, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal de fonctionnalités ici. On peut voir sur les paramètres d'Hyper-V, par exemple, on peut spécifier un emplacement pour le stockage de nos données. Moi, je pars d'habitude ici sur le D. J'ai un emplacement qui s'appelle Hyper-V. Du coup, je vais sélectionner directement le dossier Hyper-V. Ça, c'est pareil. Spécifier le dossier par défaut à utiliser pour stocker les fichiers de configuration d'ordinateur virtuel. Moi, là-dessus aussi, je pars d'habitude sur le même répertoire Hyper-V, sur le D. Après, ça, autoriser les ordinateurs virtuels à fonctionner sur les non-NUMA physiques, ça, OK.
Migration de stockage, pas de souci. Stratégie en mode session étendue, on peut laisser tel qu'il est. Vous aurez les paramètres du clavier, les paramètres de touche de relâchement de la souris, les fameux contrôle alt, etc. Les modes de session étendue, réinitialiser, etc. Bref, on a ici les paramètres qu'on a. Ça concerne globalement l'Hyper-V. Après, on peut partir sur le commutateur virtuel. Et sur le commutateur virtuel, on peut partir d'abord sur la création d'un switch virtuel. Vous avez déjà default switch qui est quelque part ici. Sinon, vous avez la possibilité de créer un switch virtuel. Les switches virtuels, c'est exactement comme les cartes réseau. Si vous travaillez sur, par exemple, VMware, on a les cartes réseau bridge, les cartes réseau que vous créez vous-même ou les cartes réseau qui sont carrément natées. Du coup, l'externe, c'est l'équivalent de bridge. Vous pouvez créer un seul. On a la possibilité de créer un seul switch en bridge. C'est ici, comme si vous allez créer carrément un switch. Et sur ce switch-là, vous allez brancher vos différentes VM. Et ce switch n'est ni plus ni moins la carte, votre Network Interface Card, qui vous permettra après d'aller sur Internet. Et elle est mappée sur une carte réseau physique que vous avez ici, comme par exemple la Wi-Fi. C'est qu'au final, c'est comme si vous allez créer un switch ou une extension de votre carte réseau physique Wi-Fi via un switch virtuel qu'on ne verra jamais. Et puis à travers de ce switch virtuel, on installe nos différentes machines virtuelles, chacune ici, les différentes versions de Windows Server par exemple ici. La deuxième façon de faire, c'est de partir sur de l'interne. Et puis le privé, c'est de l'isolation totale. C'est comme si on part ici sur du local host only et ici sur le NAT. C'est un peu l'équivalent de ça si vous travaillez déjà sur VMware. Si vous voulez partir sur Internet, il faut partir sur de l'externe. Du coup, on peut créer un commutateur virtuel. On va l'appeler, par exemple, Windows Switch. On peut créer des notes. C'est toujours bien de noter, de documenter ce que vous faites. Par exemple, on va dire carte réseau bridgé pour le Windows Server 2022. Vous voyez, c'est un peu mieux comme ça. Sur quelle carte réseau on va partir? Enfin, on va laisser celle qu'il détecte. Généralement, après, s'il y a des problèmes, on peut revenir la changer, l'adapter et la détecter, celle de VMware, etc. Normalement, celle-ci qui représente la carte réseau Wi-Fi pour moi. Mais normalement, ça devrait y aller sur cette carte réseau-là. Autoriser le système d'exploitation de gestion partagée cette carte réseau, OK. Activer l'identification LAN virtuelle pour le système d'exploitation. Là, le but, c'est tout simplement de partir sur des VLAN, sur la création de VLAN, l'ID de VLAN, etc. On ne va pas toucher. Le type de réseau, on a dit que c'est externe. Vous pouvez le changer ici carrément aussi si vous souhaitez. On peut appliquer. Et là, à partir de là, on va créer une carte réseau ou carrément un switch virtuel sur lequel on va brancher nos différentes machines de Windows Server 2022. On va laisser qu'il applique les modifications. Ça rame un peu, je crois, il y a un petit blocage ici, c'est pas grave. Est-ce que la vidéo continue quand même à tourner? Je crois que ça continue, oui, très bien. On va le laisser créer. Je vais mettre une petite pause à la vidéo et puis je reviendrai. Alors, très bien, il l'a fait. En tout cas, ça nécessite un redémarrage de la carte réseau. Et puisque moi, je travaille sur une machine à côté, sur un bureau distance, ça bloque aussi le réseau. Et là aussi, vous voyez que on a notre carte réseau, notre switch virtuel qui vient d'être créé avec les extensions nécessaires. Du coup, là, on est très bien. Il n'y a rien d'extraordinaire normalement, il n'y a pas de souci. On utilise bien la version 10 de l'Hyper-V, il n'y a pas de problème. OK, on ne touche à rien du tout, on le laisse tel qu'il est, on fait OK et le switch est créé. Très bien. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller par exemple sur le vif du sujet, c'est carrément ajouter des machines virtuelles. Vous voyez ici, pour le moment, il y a des machines virtuelles sont vides. On peut créer des ordinateurs virtuels, comme on peut créer des disques carrément, des disques durs. On peut partir directement sur des ordinateurs virtuels. Ici, on va l'appeler par exemple SRV DC01, qui signifie serveur domaine controller 01. Après, on verra ça en avançant dans la formation, ce que signifie DC, etc. Mais c'est juste comme ça. L'emplacement de stockage, hein, c'est bon, c'est OK pour nous. On ne va pas dire un autre emplacement parce qu'on l'a déjà précisé que ça soit dans le D Hyper-V. Ça, c'est très bien. On va partir toujours sur de la génération 2. La génération 2, c'est une version plus améliorée sur la partie stockage des ordinateurs virtuels ou des disques virtuels.
Seul bémol, le seul problème, c'est que ça nécessite un Windows 64 bits. Du coup, si vous avez certainement un 64 bits, et vous avez 99% de chance d'avoir un 64 bits aujourd'hui en 2023. On peut cliquer ici sur le lien qu'on a ici, et puis ça nous décrira à peu près quelle est la différence entre la génération 1, la génération 2, etc. Qu'est-ce qui est supporté sur chaque génération et des choses comme ça. Vraiment, c'est que pour la documentation, il vous détaillera la différence entre les deux, les améliorations apportées à chacune ou à chacun. Mais sincèrement, partant sur carrément génération 2, c'est beaucoup plus amélioré, c'est beaucoup plus développé. Alors, sur la mémoire, là, on peut partir aussi sur la mémoire dynamique. C'est ce qui fait que moi, je peux partir sur une utilisation maximale de RAM sans problème. Par exemple, moi, je pars sur 4096. Et puis, on est sur de la mémoire dynamique. Du coup, s'il n'y a pas la nécessité d'utiliser 4 Go, bah, tu ne vas pas utiliser 4 Go tout simplement. Et puis après, on continue. Connexion, on a créé maintenant notre Windows Switch. Du coup, on va partir sur Windows Switch. J'ai oublié de vous dire qu'il y a un default switch aussi, un switch par défaut. Nous, on partira directement sur le Windows Switch. OK. Le nom, création de disque virtuel. Du coup, l'objectif maintenant, ça sera de créer le disque virtuel. Si c'est déjà créé quelque part, que vous allez juste devoir importer, il suffit de choisir l'emplacement où vous allez le chercher. Et puis, vous pouvez faire l'opération ultérieurement. Du coup, nous, on va créer un nouveau. On part sur une nouvelle installation, une installation complètement récente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Le nom, l'emplacement, OK. La taille aussi, là, vous partez sur ce que vous voulez. Moi, je partirai sur 128 Go, mais aussi là-dessus, le disque est dynamique. Du coup, s'il n'y a pas la nécessité d'utiliser 128, il n'utilisera 128. Il n'utilisera pas 128. Du coup, soyez pas radin là-dessus parce que ça peut être bloquant. Tu peux mettre 5 Go ici, ça peut être bloquant. C'est que ça passe pas. Du coup, sois pas radin. Choisis ce que tu veux. 120, 128, 50, 60, 80. N'aie pas peur parce qu'en réalité, on ne les utilise pas tant qu'il n'y a pas la nécessité de les utiliser. Suivant. Installer le système d'exploitation ultérieurement ou sinon on peut choisir carrément l'image ISO tout court là-dessus. Je vais chercher juste mon image ISO rapidement. Oups, elle est là. Alors, du coup j'ai dû la rechercher à nouveau. J'ai eu un souci avec. J'ai eu la retrouver à nouveau. Ok, peu importe. On revient ici. On prend l'image ISO. Du coup elle est là, il n'y a pas de souci. Très bien. Suivant. On a toutes les informations qui sont là. Résumé, terminé. OK, la machine virtuelle a été ajoutée ici. C'est ce qu'on appelle le SRV DC01. Après, on peut aller sur la partie configuration de la machine virtuelle, bouton droit, paramètres. Et là, on peut faire le tour des différents paramètres. On peut ajouter du matériel, que ce soit un contrôleur SCSI. On peut ajouter, par exemple, des cartes réseau. On peut ajouter des adaptateurs Fiber Channel. C'est pour les data centers, les réseaux de stockage. Sur les microprogrammes, du coup, attention, si vous n'avez pas ajouté l'image ISO, c'est ici que vous allez devoir ajouter l'image ISO. Du coup, c'est ici que vous allez devoir le faire sur la partie disque DVD. Du coup, là, vous voyez bien que vous avez le lecteur DVD et puis vous avez bien l'image ISO installée à l'intérieur. La carte réseau, on a bien la carte réseau Windows Switch. Disque dur, on a bien le disque dur qu'on a appelé SRV DC01 VHDX. Sur la partie sécurité, on a, qu'est-ce qu'on a? Le démarrage sécurité, le boot secure, c'est une amélioration aussi du système. Le modèle, on est bien d'accord que c'est du Windows Server, c'est du Microsoft Windows. Prise en charge de chiffrement, on ne va pas toucher ça pour le moment, ni les stratégies de sécurité. On peut ajouter des options de protection supplémentaires pour l'ordinateur virtuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va ajouter. Pareil, si on veut documenter, il suffit de cliquer ici. Vous revenez sur les paramètres de sécurité des machines virtuelles pour avoir tous les détails qu'il vous faut. Sur la partie mémoire, je vous ai dit qu'il est possible de le modifier comme vous souhaitez. Vous pouvez activer la mémoire dynamique. Je vous conseille vivement de l'activer. Les process, c'est pareil. On a nombre de processeurs virtuels, on a un. Et puis, là, on peut ajouter. Si vous souhaitez, on peut ajouter les processeurs virtuels. La limite de l'ordinateur virtuel en pourcentage, les réserves de l'ordinateur virtuel, etc. On peut partir sur 2 si vous souhaitez. Là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, le contrôleur ACSI, ça, on a parlé déjà. On peut ajouter là-dessus, on peut ajouter des lecteurs DVD, des disques durs, des lecteurs partagés. Disque dur, on l'a ici. Le lecteur DVD, on l'a. Si on n'a pas, on peut ajouter carrément un lecteur DVD ici. Et là, vous avez le lecteur DVD. Si vous voulez le charger,
il suffit de charger ici par l'image ISO que vous souhaitez ou même autre chose si vous avez besoin d'ajouter autre chose. La carte réseau aussi, on l'a déjà. Du coup, là-dessus, il n'y a pas de problème. On a le Windows Switch qui est bien ici. On peut activer un petit gestionnaire de bande passante si vous le souhaitez, mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt pour le moment. La machine, service d'intégration, les points de contrôle. Point de contrôle, il est toujours souhaitable de désactiver ça, de décocher ça, le point de contrôle automatique, parce que le point de contrôle automatique peut avoir un impact sur les performances. C'est pas recommandé, mais si vous êtes en Windows 10, je le recommande. Je recommande le fait de le désactiver. Ça permettra de vous éviter des problèmes de performance ou de réduire les problèmes de performance que vous pouvez avoir. Quoi encore? L'emplacement de fichiers, ça c'est OK. Les actions de démarrage automatique, c'est OK. Les actions d'arrêt automatique, c'est OK. Il n'y a rien d'extraordinaire. On peut cliquer ici et on peut lancer, se connecter à la machine virtuelle. Du coup, ça va nous ouvrir une nouvelle page. Et puis ici, hop, il vous sera possible de démarrer votre machine virtuelle sans problème. Il va nous démarrer la machine virtuelle. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? L'application rencontrait une erreur, tentative de modification, échec de démarrage, impossible de démarrer l'ordinateur car l'hyperviseur n'est pas en cours d'exécution. Et puis, qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Impossible de démarrer, l'hyperviseur n'est pas en cours d'exécution. Vous pouvez effectuer les vérifications suivantes. Vérifier que le processeur de l'ordinateur physique possède une version prise en charge par la virtualisation assistée par le matériel. Ça, c'est ce qu'on a dit déjà sur le BIOS. Vérifier que la virtualisation assistée par le matériel et la protection d'exécution des données assistées, etc. sur le BIOS. Et puis, si vous avez opté pour des modifications de magasin de données de configuration de démarrage, examinez ces modifications afin d'assurer, etc., que le hyperviseur est configuré pour se lancer automatiquement. C'est la fameuse commande que je vous ai montrée sur le lancement automatique. Sur le lancement automatique de la virtualisation, le lancement automatique de l'hyperviseur virtuel. C'est la BC Edit Hypervisor Launch Type Auto. Du coup, tout ça, ça doit être OK. La seule chose qui peut m'embêter là-dessus, c'est le redémarrage de la machine parce que lors de l'activation, je n'ai pas dû redémarrer la machine. Du coup, je vais arrêter là-dessus, je reboot la machine et puis je reviens là pour continuer. Alors, du coup, j'ai rebooté, j'ai relancé, ça a bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Et du coup, il vous demande de cliquer sur n'importe quel bouton pour démarrer Windows, ça c'est classique. Et puis là, à partir de maintenant, il lance l'installation de Windows Server 2022. Du coup, français, là, il n'y a pas de souci. Installer maintenant, et puis on commence l'installation de notre Windows Server sans souci spécifique. Alors ici, il nous demande de choisir les versions. On a parlé de standard ou du data center. Nous, on va partir directement sur du data center, mais avec expérience bureau. Expérience bureau veut dire tout simplement l'interface graphique de Windows Server. Du coup, nous, on va partir sur ça, du data center bureau, et on va faire suivant. Alors, est-ce que j'accepte ou pas? Je vous laisse lire et accepter ou pas. Installer le système d'exploitation et conserver les fichiers et paramètres. Sinon, installer le système d'exploitation avec le mode avancé. Du coup, nous, on part sur une nouvelle install. Du coup, on s'en fout un peu. Tac. Ok, l'option mise à niveau. Oui, c'est normal. Je suis bête. Du coup, on part sur une nouvelle installation plutôt. Il faut choisir l'autre. Ok, on va partir sur ça. Hop. C'est une nouvelle install, c'est normal. Alors, ici, on a la partition de disque. On peut créer, après, si on respecte un peu les règles du jeu, il faut qu'on parle d'une nouvelle création des partitions. Il faut qu'on pense à vider les partitions. Il faut qu'on pense aussi à gérer mieux les partitions, etc. Nous, on est en version lab, on est en pilote, on ne va pas trop s'embêter. Si vous voulez créer des nouveaux, vous pouvez vous amuser à faire. Sinon, on peut partir directement sur le disque que vous avez ici. On partira sur la totalité de l'espace, OK. Et puis, on partira directement sur la partition que vous allez avoir directement ici. Alors, sur quelle version on va travailler? On va travailler directement sur la principale ici. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? OK, très bien. On peut formater s'il le faut. Après, il n'y a aucune utilité vraiment de faire parce qu'on parle d'une nouvelle installation à vide. Et puis, suivant, et on démarre l'installation de notre Windows Server. Je mets une pause et je reviens.
Il a terminé. Bon, on attend qu'il termine la préparation, je remets encore en pause. Très bien, on arrive aux paramètres de personnalisation. On va choisir un mot de passe. OK. Et puis on finalise et normalement ça devrait y aller sans aucun souci. Très bien. CTRL ALT supprime. Ah, d'abord, il nous parle de contrôle de l'affichage. Ouais, enfin, je pense 1366. Ça devrait y aller. On va voir ce que ça donne en matière d'affichage. Ouais, c'était pas le meilleur, mais ok, c'est pas grave, on verra. C'est bon, c'est encore mieux même. Il détecte la carte réseau. Et là, on démarre la machine sans aucun problème et on a notre Windows Server 2022 installé. On laisse monter. On peut démarrer les services. Bouton droit démarrer. Ce que c'est ces services, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Hein. Et très bien. Dans le temps, ça va démarrer les 6 services qu'on a ici. On attend. Ok. Alors, là, on a le fameux tableau de bord du Windows Server, le fameux gestionnaire de serveur, tout simplement, le manager de serveur. On peut cliquer ici sur la configuration du serveur local. Là, pour moi, c'est OK. Là, on aura les premières informations de base sur la machine. Par exemple, le nom de l'ordinateur, le groupe de travail, etc. On clique sur le nom de l'ordinateur. Là, on peut arriver sur un nom. Il est toujours souhaitable de donner un nom directement à votre machine. On va dire SRV DC01, par exemple. Le groupe de travail, on le laisse pour le moment, ce n'est pas le sujet. Renommer l'ordinateur ici aussi. Enfin, c'est pour la partie intégration au domaine. Mais tout ça, on va y arriver après. Hein. Là, on peut l'ajouter, l'intégrer à un domaine. C'est quoi un domaine? Bon, c'est l'objectif de la formation, justement. OK. Ça, c'est très bien. Côté matériel, etc., ça, on touche un peu, on touche pas trop. Redémarrer, enfin, on va dire redémarrer ultérieurement. Le pare-feu. Alors là, il faut qu'on s'arrête un tout petit peu parce qu'il y a un débat là-dessus. Généralement, ceux qui travaillent autour de la formation, etc., ils disent toujours le pare-feu, virez-le, c'est un casse-tête, ça nous embête, etc. En partie, c'est vrai. Il y a aussi un autre discours qui dit non, mais c'est pas bien parce que ça ne forme pas les gens à être très professionnels, etc. Il vaut mieux leur montrer vraiment comment configurer le pare-feu sur Windows, comment le personnaliser, etc. Du coup, il y a deux débats. Attention, sur le débat, il y a quelque chose à comprendre. C'est que il faut avoir un pare-feu. Sur ça, il n'y a pas de débat. Dans une entreprise, il faut avoir un pare-feu. Si vous faites les notions de base de la cybersécurité, vous comprenez qu'un pare-feu est obligatoire. Sur ça, il n'y a pas de souci. C'est que quand on dit supprimer le pare-feu, l'objectif de dire ça, ce n'est pas de dire le pare-feu n'a aucune utilité, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Ce n'est vraiment pas la question. Sauf que
Le pare-feu sur un Windows Server avec les fonctionnalités de Windows de base, là, il y a deux cas de figure. Ou bien on parle d'une petite société qui n'a pas beaucoup d'importance, qui donne pas beaucoup d'importance à la cybersécurité, qui n'a pas de solution très avancée, etc. Là-dessus, la société, je recommande vivement pour elle de partir sur une solution antivirus comme celle qui se vend sur le net. On peut aller voir Kaspersky, Bitdefender, peu importe les solutions qui se vendent sur le net, et on peut partir sur un antivirus disponible qui offre la totale ou presque la totale des fonctionnalités de base sur la sécurité des équipements, y compris le pare-feu, etc. Après, si vous êtes une société plus avancée, vous allez partir sur deux solutions de firewalling ou deux solutions de sécurité, les solutions qu'on appelle endpoint security. C'est des solutions que vous installez directement sur les machines. Ça ressemble à un antivirus pour un poste, mais c'est des solutions qui sont beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus avancées pour les entreprises, qui sont centralisées en matière d'administration, de gestion, etc. Et puis, vous aurez un pare-feu physique pour le réseau de l'entreprise qui gère la totalité de flux d'un réseau à un autre au sein de l'entreprise. C'est ce qui fait que dans les deux cas de figure, ce fameux petit pare-feu Windows que vous avez sur les machines Windows, il aura vraiment très peu d'importance, il aura vraiment très peu d'intérêt, on va dire. Du coup, quand on dit supprimer les pare-feux ou désactiver les pare-feux, l'objectif, ce n'est pas de dire le pare-feu, il n'a aucune utilité, le pare-feu, ça ne sert à rien. Non, jamais, il ne faut surtout pas dire ça. Mais pour dire que le pare-feu Windows en soi, ce n'est pas la chose qui compte le plus vraiment. Ce n'est vraiment pas la chose qui compte le plus. Mais attention, il faut avoir quelque part un pare-feu. Si ce n'est pas celui-ci, il faut avoir autre pare-feu dans une entreprise. Du coup, nous, pour qu'on ne s'embête pas et pour dire aussi qu'on ait peut-être une solution plus sophistiquée, on désactive celui-ci. En plus, le pare-feu qu'on a ici, vraiment, il ne sert qu'à nous embêter, pas plus que ça. Il ne fait pas passer les pings, il ne fait pas rentrer les ordinateurs dans un domaine. Bref, c'est un très gros casse-tête. Si vous allez suivre sur le net, vous pouvez trouver plus en plus facilement des documents qui parlent de la personnalisation de la configuration d'un pare-feu. Sincèrement, moi perso je le fais pas. Après, si vous voulez le faire, allez-y, faites-le sur le net, c'est disponible. Moi perso, le pare-feu Windows, je travaille actuellement depuis, allez, si je vous raconte un peu de ma vie, 10, 11, 12 ans sur le terrain. J'ai jamais vu quelqu'un travailler sur le pare-feu Windows. Si on parle du réel du terrain, on s'en fout de la théorie des écoles. Si on parle réellement sur le terrain, c'est très rare qu'on voit ça. C'est même jamais, j'ai envie de dire. Alors, gestion à distance activée. Bureau à distance, on peut l'activer comme désactiver, vraiment comme on souhaite. Là-dessus, attention, on parle des serveurs dans les entreprises. Ce n'est vraiment pas un jeu d'enfant. Du coup, si on autorise les connexions à distance à un ordinateur ou pas, il faut faire attention. Il faut que ça soit des cas réfléchis, des cas étudiés. Ce n'est pas des cas de n'importe quoi, de n'importe qui. Parce que, attention, c'est des cas sur lesquels repose énormément de risques sur la stratégie de sécurité de l'entreprise. Association de cartes réseau, c'est une nouvelle fonctionnalité depuis Windows 2012 R2, si je me rappelle, qui s'appelle NIC Teaming, autrement dit Network Interface Card Teaming. C'est la possibilité de créer des cartes réseau doublées, des cartes réseau redondées. C'est ce qu'on appelle les lags. Alors, pourquoi on parle des lags sur ces paramétrages, sur cette partie de paramétrage? C'est tout simplement dans le but de créer deux cartes réseau sur le même serveur. Pourquoi le faire? C'est tout simplement pour avoir plus de bandes passantes. Du coup, si vous avez un serveur physique qui supporte deux cartes réseau à la fois, vous pouvez brancher les deux et aller activer ici le NIC Teaming, l'association de cartes réseau ici. Ça vous permettra de créer deux cartes réseau à la fois et avoir deux interfaces réseau à la fois. Dans le réseau, on appelle ça le lag. C'est l'agrégat de liens. Si vous avez travaillé sur des équipements Cisco, vous avez entendu de quelque chose qui s'appelle Etherchannel. C'est exactement le même principe. Ici, c'est le même principe qu'Etherchannel. Vous pouvez faire des choses comme ça qui ressemblent à ça. Du coup, vous pouvez créer tout simplement des teamings, de double teaming pour associer deux cartes réseau sur la machine. Ok. La partie Ethernet, la partie réseau, normalement, il n'y a pas de souci spécifique. On prend la carte réseau ici, propriété. On peut ouvrir d'abord la carte réseau, détail. On a le réseau qui a le 192.168.1.44. Moi, ce que je vais faire, je vais fixer l'adresse IP. Déjà, on peut virer l'IPv6 si vous souhaitez virer l'IPv6. L'IPv6, c'est simple. C'est l'utiliser ou ne pas utiliser. C'est que vous ne laissez pas activer comme ça. C'est aussi très important. Du coup, attention, l'IPv6, il est prioritaire si vous l'avez sur un serveur. Ok?
Du coup, l'IPv6, si vous avez une stratégie d'adressage IPv6, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'aime bien l'IPv6, je préfère largement l'IPv6 que le 4. Mais bon, ce n'est pas l'objectif du cours, on ne va pas s'embêter pour ça. On va rester sur l'IPv4, on va double-cliquer ici et on va surtout fixer les informations d'adressage. Du coup, je ne les ai pas vues, je ne sais pas ce qu'on a comme information. Passerelle par défaut, c'est le 1, DHCP, c'est le 1, DNS, c'est 1, etc. Bon, toutes les informations sont liées au 1. On avait le 44 ici, très bien, on va partir sur le 1 partout. Très bien, on va partir sur ça, propriété, IPv4. Ici, on va partir sur 192.168.1. On va partir sur le 100 pour le contrôleur de domaine. Le masque, on le laisse par défaut. Et on a dit que la passerelle, on va mettre sur 1. Le DNS, on va mettre le DNS de ma box, 168.1.1. Et je vais mettre le deuxième DNS qui est le... on va le voir en avant. Allez, je vais le faire tout de suite. J'hésite. Après les DNS, on peut faire comme on veut. Hein. Je vais mettre 100 ici, carrément. 168. Par exemple, 1. On peut, dans les paramètres plus avancés, on peut ajouter autant de serveurs DNS qu'on souhaite. Hein. Par exemple, on peut ajouter 192, 168, 1, par exemple, 110. Je prévois ajouter une autre machine de 110 d'ailleurs, c'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe là? Ça rame un peu la machine. Ça rame, je laisse comme ça, je touche pas. Je bloque la vidéo le temps que ça se débloque. Hein. Bon, je force l'arrêt parce que là, apparemment, ça ne veut pas fonctionner. Très bien. Bon, on va repartir à nouveau. Je vais faire plus vite. Ça rame encore sur la machine. Je ne sais pas la raison, mais c'est pas grave. On a dit qu'on va virer les PV6. On va prendre les PV4. 192, 168, 1. On a dit 100. 192, 168, 1, 1. On a dit le DNS 192, 168, 1, 100. 192, 168, 1, 1. Déjà, on enregistre ça. On enregistre ça, c'est très important. Et puis, on revient sur la partie DNS, avancée DNS. Et là, je vais ajouter 192, 168, 1, 110. Et puis, on ajoutera du 8888 pour être sûr d'aller sur Internet. Mais on parlera de ça, en tout cas, avec plus de détails, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon, on peut fermer. Quoi encore? Alors, dernière mise à jour installée, très très important. Il faut penser à rendre le serveur propre, autrement dit, installer toutes les mises à jour. Du coup, on va activer le Windows Update. On va rechercher des mises à jour et on va laisser le Windows Update faire son boulot vis-à-vis des mises à jour. Télécharger les mises à jour uniquement, etc. Là, on peut voir les mises à jour de Windows Update. Et là, c'est en train de télécharger, j'imagine. Alors, dernière recherche de mise à jour, c'est normal que ça ait été jamais. Mais maintenant, si on clique, on va voir qu'elle est en train de rechercher des nouvelles mises à jour et installer de nouvelles mises à jour. Ça rame vraiment beaucoup sur la machine, je ne sais pas pourquoi. Ok. Protection Windows Defender. Protection Windows Defender. Là-dessus aussi, c'est le même sujet. Hein. C'est les antivirus. Est-ce qu'on laisse Windows Defender activé ou on le désactive? Là aussi, c'est pareil. C'est à vous de voir en fonction des paramètres de sécurité de l'entreprise. Protection en temps réel, protection dans le cloud et envoi automatique des échantillons. Là, c'est à vous de voir en matière de sécurité. Pour le moment, je ne vois pas trop l'intérêt de le toucher. Configuration de la sécurité renforcée d'Internet Explorer. Là, j'ai envie de dire, c'est surtout, il faut le désactiver. Mais par contre, je crois qu'on utilise Edge dorénavant. C'est plus Windows Explorer depuis la version 2022. Je ne me rappelle plus en 2019 si on utilisait Edge ou pas. En tout cas, 2019, je l'ai utilisé vraiment de passage, pas plus que ça. Oui. En 2022, en tout cas, on a le Windows Edge. Qu'est-ce qu'on a? Le fuseau horaire, ok, il n'y a pas de souci. L'ID de produit, on va revenir à ça après. Le Windows Edge est bien là, très bien. Ça marche. Confirmer. Ok. Normalement, il n'y a pas de souci spécifique pour le moment, mais on verra ça après.
En tout cas, il nous récupère les infos. Il y a des élections en Turquie, il n'y a pas de souci. Qui a gagné, il n'y a pas de problème. Du coup, ça prouve qu'il y a Internet. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas vraiment les élections en Turquie qui m'intéressent. Très bien. Ça marche. Du coup, on va le laisser terminer les recherches de mise à jour et l'installation surtout de mise à jour. Et puis, une fois tout cela terminé, il va falloir redémarrer la machine. Le redémarrage de la machine, ça permet de renommer la machine. Ça permet de prendre en considération les différentes installations, en particulier les mises à jour qui sont en cours de téléchargement. Du coup, moi, je vais mettre un petit stop, une petite pause à la vidéo en attendant que cela avance et puis on reviendra après pour continuer. Bien, du coup, c'est terminé. Du coup, ce que je peux faire, redémarrer, peu importe de quel emplacement vous le faites. Et puis là, ça va redémarrer ma machine virtuelle. Oui, c'est normal, la machine est éteinte. Et puis, ça va redémarrer la machine virtuelle. Le temps que ça redémarre, je vais mettre encore en pause. Très bien, bon, ça redémarre la machine. Je vais insérer juste mon password ici. Et là, on va dire que j'ai une machine Windows Server 2022 installée proprement avec les paramètres déjà configurés, les paramètres de base configurés. Et tant qu'on y est, je pense et je préfère qu'on parle tout de suite de tout ce qui est lié au licensing. Comme ça, on termine tout le sujet lié à l'installation de base d'un Windows Server 2022. Alors, du coup, j'ai mis en pause le temps que ça monte. Ça monte. Et là, vous voyez que tous les paramètres que nous avons configurés sont bien. Le nom de la machine, il devient SRV DC01. Qu'est-ce qu'on a? Le Windows Update est bien configuré. Du coup, il y a bien des mises à jour sur la machine. On a bien quoi encore? On a bien le Windows Server, la sécurité renforcée Internet Explorer inactif. Et puis l'adresse IPv4, ça a été pris en considération en adresse IP fixe. Il n'y a pas de souci particulier sur la machine. Est-ce que si je lance par exemple un ping, ça va fonctionner ou pas? Alors, comment je peux faire? Parce que j'ai un petit souci d'affichage et j'ai un petit souci de la machine qui rame un tout petit peu. Bon, c'est pas grave. On teste un petit ping vers le 888. Normalement, ça devrait fonctionner sans aucun souci. Du coup, côté réseau, on est bien. Côté configuration de la machine, on est bien. On a l'observateur d'événements ici qui est bien. J'ai envie de dire tout est OK là-dessus. Alors, comme j'ai dit, tant qu'on en parle, vous voyez bien qu'on a ici le Windows Server 2022 Data Center version d'évaluation. Du coup, on parle bien ici d'une version d'évaluation. Et si on veut avoir des licences, il faut tout simplement les acheter. Alors, comment on peut avoir les licences? Il y a différents types de licences. Du coup, il y a les licences qu'on appelle les licences retail. Licences retail, c'est les licences qui se vendent en mode retail, enfin en prix en détail, on va dire, par machine. Du coup, vous achetez une, deux en fonction de ce que vous souhaitez. C'est la méthode la plus basique d'achat. Généralement, si vous travaillez dans une grosse infrastructure, c'est pas trop ce que vous voyez. Après, il y a les mises à niveau. C'est que les licences de mise à niveau, si vous aviez une version plus ancienne, c'est ce qu'il vous faut pour avoir une version plus avancée. Vous avez les versions OEM, c'est les licences qui sont vendues avec les machines, du coup, qui sont associées à des machines physiques que vous ne pouvez pas séparer. Et puis, vous avez aussi les machines VLK, c'est ce qu'on appelle les Volume Licensing Key. Les VLK sont plus connus avec le terme Key Management Service. C'est tout simplement la technique qui permet l'automatisation d'activation des équipements. Par contre, cette automatisation nécessite obligatoirement l'installation d'un serveur KMS qui sera associé au domaine de l'entreprise. Du coup, le serveur assure l'activation des machines automatiquement en reliant les jetons qu'il récupère depuis le serveur Microsoft à toutes les machines qui sont sur le réseau. Après, il y a l'autre technique qui s'appelle MAC, comme Multiple Activation Key. C'est une clé qui est valable pour un certain nombre de machines. Généralement, on achète par des lots de 25. C'est ce qui fait que
Vous avez une clé, vous utilisez 25 fois, ça marche. La 26e fois, ça ne fonctionne pas, évidemment. Après, il y a la technique de clé AVMA, c'est l'Automatic Virtual Machine Activation. C'est ce qui permet d'activer automatiquement toutes les machines virtuelles en version data center pour permettre justement à passer ces machines virtuelles directement sur le domaine. C'est une opération qui se fait automatiquement si vous travaillez en version data center sur les VM. Il suffit juste d'activer Microsoft Hyper-V dans le gestionnaire de périphériques de chaque machine virtuelle. Alors, la commande qui permet l'activation des licences de clés, c'est slmgr IPK, tout simplement. Hein. Il suffit d'insérer la commande slmgr-IPK. Et puis là, ça vous permettra d'insérer une clé de licence. Par exemple, si je prends une clé de licence data center, par exemple ici, je prends quelque part une clé de licence à côté. Et puis je mets oui je sais oh là là, bon il voulait pas la coller mais bon c'est pas grave, on peut partir sur une clé de type F7TB6, on écrit YKN8Y et puis FCC6R, après KQ484, et puis VMK3G. Alors, cette clé-là, je vais l'insérer juste pour l'exemple. Cette clé-là, bon, elle me dit que c'est en erreur, etc. C'est pas grave. Cette clé-là, c'est un exemple d'une clé, d'une activation d'une clé en mode AVMA si vous utilisez par exemple des machines virtuelles pour forcer des clés. C'est ce qu'on appelle des clés qui sont automatiquement utilisées, les clés AVMA automatiques qui sont automatiquement utilisées juste pour forcer le passage de l'activation par la clé. Mais vous voyez que ce n'est pas une clé, vous ne pouvez pas l'insérer pour activer le Windows Server. Évidemment qu'il va vous dire qu'il y a une erreur et que la clé ne fonctionne pas. Ok ? Alors ces clés, vous les trouvez où ? Vous les trouvez sur Internet, elles sont disponibles sur les sites de Microsoft. C'est pas ça, je crois que c'est ça, enfin je me rappelle plus où elle est là. Très bien, vous aurez la clé AVMA quelque part ici. En fonction de Windows Server, vous pouvez les avoir ici. Attention, c'est des clés qui permettent de forcer la main pour ne pas être bloqué. Ce n'est pas des clés qui permettent l'activation de Windows. Après, attention à quelque chose aussi, et je finirai par ça, c'est que les clés par défaut sur Windows Server, c'est des clés qui sont supportées à 180 jours. Du coup, autrement dit, 6 mois. Et puis, ils sont renouvelables 6 fois. Du coup, 6 fois 6, ça fait 36, ça fait 36 mois. C'est ce qui fait que les clés ou les versions d'Eval sous Windows sont valables pendant combien ? Pendant 3 ans. Après, si vous voulez, avec la commande slmgr en minuscule, slmgr-rir-m, vous pouvez lancer le renouvellement de... après, il faut redémarrer le système, etc. Mais ce n'est pas très urgent pour nous, on s'en fout. C'est la commande qui vous permet de renouveler votre système d'exploitation. Du coup, vous pouvez utiliser légalement un système d'exploitation Microsoft Server pendant 3 ans. Ça ne posera aucun problème. Par contre, au-delà de 3 ans, il va falloir quand même acheter la licence. L'utilisation devient illégale. Du coup, si vous vous faites contrôler, vous risquez de payer le prix très cher. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Même le système commence à devenir instable, ne plus accepter des mises à jour, etc. C'est qu'il faut faire attention quand même à ce genre de choses là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Je n'ai pas l'impression qu'on a oublié des choses. Et puis à la prochaine vidéo, on va essayer d'avancer un peu plus sur la préparation, la configuration des bases de nos machines Windows Server. Allez, sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine. Salut à tous.